Comment la chirurgie cardiaque congénitale peut-être évoluer? Et toi, c'était comment le cathétérisme peut remplacer finalement la chirurgie cardiaque? Alors, je commencerai par cet aphorisme chirurgical: quand l'acte ne vient pas, le savoir s'en va, mais surtout quand l'acte ne vient pas, l'enfant s'en va aussi, et ça, c'est beaucoup plus triste. Alors, les évolutions de la chirurgie cardiaque pédiatrique, il y a eu des innovations de rupture et puis des innovations de continuité, à la fois sur le plan technique, technologique, tactique, politique, économique, mais aussi humain, parce que la chirurgie, c'est beaucoup d'humain. Et l'évolution, c'est finalement de remplacer quelque chose d'ancien par quelque chose de nouveau. Et je vous avais mis cette diapo il y a quelques années. Il y avait un chirurgien quand même célèbre et extrêmement compétent dans ce service qui est parti à la retraite. Et puis, je l'ai remplacé. Et là, ce que j'ai compris par le précédent topo, c'est qu'après, le prochain, ça sera pas un chirurgien qui me remplacera, mais une espèce d'hybride, mi-chirurgien, mi-cathétériseur. Et franchement, ce que je pense, c'est que je peux être assez relax, encore que passer un peu plus de temps dans mon bureau ou en train de faire du jardinage n'est pas une menace pour moi, bien au contraire, mais une vraie chance, une vraie opportunité. Alors, je suis pas sûr que Guy ou Monsieur Pan, parce que si vous faites du cathé toute la journée, vous n'êtes pas un chirurgien, sera capable de remplacer un chirurgien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un vrai attrait dans l'équipe, c'est la féminisation de l'activité de chirurgie dans les années à venir. Et il y a un gros papier sur une étude des économies des entreprises. C'est 22 000 entreprises qui ont été étudiées, 93 pays. Et il y a une corrélation directe entre la proportion de femmes exécutives et la performance de l'entreprise, avec une augmentation de la valeur et des bénéfices de cette entreprise. Si vous passez de 0 à 30% de femmes en chief executive, c'est-à-dire dans le board, vous avez une amélioration de 15% du revenu net. Alors, vous avez oublié que cette diapo, ou quasi la même diapo, je vous l'ai montrée il y a 4 ans parce que Damien m'avait demandé exactement le même topo. J'avais complètement oublié. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a la parité à Necker entre chirurgiens et chirurgiennes. Et donc, j'espère que les revenus vont augmenter dans le service. Alors, des innovations spectaculaires, il y en a eu, des innovations de rupture. 16 juillet 1969, une réussite scientifique absolument extraordinaire et un événement aussi majeur pour la chirurgie cardiaque congénitale française. Bref, à ce moment-là, il n'y a que Damien qui l'a, à ce moment-là, des progrès considérables ont été faits. Alors, on a beaucoup parlé de choses comme la transplantation cardiaque, etc. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est l'invention de l'oxygénateur. Parce que sans oxygénateur, il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Et c'est beaucoup plus difficile d'inventer un oxygénateur que juste changer une valve et faire une cage avec une bouboule dedans. Donc, première réparation sous CEC, premier remplacement de valve, première réparation de cardiopathie congénitale complexe, première greffe cardiaque. J'ai envie de dire, c'est l'ère de la plomberie. Il y a un tuyau qui est rétréci, on l'agrandit. Il y a pas de connexion entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on connecte. Je suis pas sûr que ça me bouleverse. Alors, à la suite de ça, qui étaient quand même des innovations marquantes, même si sur le plan technologique, en dehors de la CEC, c'était peut-être un petit peu moins performant. Il y a eu des innovations de continuité. Et aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre, c'est essentiellement la voie droite, les substituts valvulaires, etc., comme le patch. On utilise bien sûr les tissus autologues, mais il y a de temps en temps, on est obligé de remplacer. Quand il n'y a pas de valve, pulmonaire, on est obligé d'utiliser des tubes. Ces tubes-là, tube de Hancock qui vient d'être supprimé. D'ailleurs, on a les derniers dans les étagères. Là, le tube de Contegra, l'homogreffe, ça date quand même des années 60-70. Et puis, l'homogreffe, il y a plus de 40-45 ans, et on se rend compte que les résultats par ces différents substituts, ils sont vraiment pas bons, avec la nécessité de réopération, parce qu'il y a une dégradation assez rapide de ces substituts, que ça soit l'homogreffe, le Contegra, le Hancock, vous voyez que c'est pareil. Et puis on a une première, ça c'était les réopérations pour les troncus à droite, réopération une fois, réopération 2 fois, réopération 3 fois, donc avec une morbidité, une mortalité liée à la dégénérescence de ces substituts. Alors, il y a eu des espoirs.
qui sont pas complètement confirmés, c'est-à-dire ce tube marche très bien, le tube qui est un Gore-Tex qui a été développé par l'université de Kyoto, d'abord qui était handmade et puis ensuite de production un petit peu plus industrielle. Mais il y a une telle régulation aujourd'hui qui s'impose en Europe que c'est vraiment compliqué. Hein. Vous connaissez vos OKT parce que vous vous retrouvez parfois en situation difficile, nous aussi, que ça a un peu du mal à émerger parce qu'il faut finalement des fonds très importants pour avoir les certifications et être utilisé en clinique, malgré des résultats chirurgicaux avec ce tube-là qui sont, et sans conteste, bien supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui avec les homogreffes. Voilà, à la fois des résultats cliniques, mais aussi des résultats histologiques avec des dégradations qui sont tout à fait minimes. Alors, il y a eu aussi une évolution dans les patchs. Vous savez que les patchs, ça calcifie. L'idée, c'est quand même de décellulariser au maximum ces patchs, d'enlever tous les phospholipides, de faire aussi, comme avec la glutéraldéhyde, une espèce de crosslink de manière à avoir des patchs qui soient résistants. On a eu quelques déboires avec des nouveaux patchs qui étaient assez peu mécaniquement résistants et donc qui conduisaient à des perforations. Et puis de détoxifier ces patchs, parce que vous savez que ceux qu'on utilise, on les secoue dans l'eau parce qu'ils sont préservés dans la glutéraldéhyde et donc on sait que ça peut avoir une certaine toxicité pour les patients. Il y a eu des évolutions aussi parce que ces patchs peuvent être préformés, et donc on peut avoir des structures en 3 dimensions qui peuvent nous aider à réparer des cardiopathies un peu complexes, que ça soit au niveau des valves, mais aussi au niveau de l'arche aortique. Malheureusement, c'est un peu décevant en termes de résultats, en particulier sur l'arche aortique, et c'est peu à peu abandonné par l'ensemble des équipes. On a été aussi extrêmement enthousiaste sur les homogreffes décellularisés. Il y avait un protocole européen mené par l'équipe de Munich, si je ne me trompe pas, en tout cas allemande. Et puis, les résultats initiaux étaient très encourageants. Et puis, globalement, c'est arrivé à une catastrophe et c'est pas meilleur que les autres homogreffes, voire pire. Et puis, les matériaux bioabsorbables, vous savez, qui sont faits par électrospinning. Moi, j'étais très enthousiaste là-dessus, avec la possibilité de résorption progressive de matériaux et la colonisation par les cellules de l'individu. Là aussi, on attend quand même la confirmation en clinique parce qu'on n'en entend plus parler après les essais médicaux. Finalement, la seule innovation en cours et à venir, qui met un petit peu de temps à arriver en France, mais on va enfin commencer, c'est quelque chose de tout bête. C'est la valvulation des voies droites des phallos en utilisant l'auricule droit. Alors, on a ricané un petit peu au début quand c'était présenté par une équipe iranienne inconnue. Je peux vous dire que je les connais très bien maintenant, c'est des gens tout à fait sérieux. Et donc, en prenant cet auricule droit, ils arrivent à valver la voie droite et avec des résultats aujourd'hui, ils ont plus de 150 patients qui sont tout à fait encourageants et qui se font finalement à un prix un petit peu faible. C'est aussi ce qui a été développé, l'utilisation des tissus autologues non traités pour les plasties valvulaires aortiques. Au lieu d'utiliser le péricarde autologue, on est amené à utiliser des morceaux de l'aorte ascendante lorsqu'elle-ci est dilatée. On avait fait quelques cas en catimini pour quelques patients adultes et Boston a très largement pas suivi ce chemin, mais eu la même idée de façon concomitante avec chez eux la possibilité d'une anticipation des tailles et des formes du patch nécessaire par utilisation de software en amont de la chirurgie. Alors, j'avais parlé de ça, juste ces 2 diapos, il y a 4 ans. Je vous avais dit innovation technologique pour les assistances circulatoires. Je vous avais dit, j'y crois pas un instant. J'y crois pas parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de marché. Je parle de l'assistance chez le petit. Donc, les développements, ils sont tout à fait limités. Il y a eu quand même une évolution en cours, c'est l'assistance des fontans avec le développement de canules pour à la fois drainer la veine cave sup et la veine cave inf, mais rien de notable. Je vous avais dit que la robotique, et ça s'est confirmé, n'était pas pour moi un avenir. Il y a les problèmes de coût des soins et puis surtout d'intérêt du malade parce que c'est vraiment très compliqué pour pas grand-chose. Alors, quelles sont les innovations, évolutions à venir? Est-ce qu'il y a des innovations de rupture qui sont dans l'air? Et je suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est important de parler de l'intelligence artificielle et des indications thérapeutiques. Et j'ai depuis quelques années des appointances dans le milieu de l'oncologie pédiatrique, et on m'a rapporté cette expérience-là qui est tout à fait remarquable.
Le Princess Maxima Center, qui est l'hôpital pédiatrique qui est à Utrecht, a développé un outil d'aide au diagnostic et au traitement de leurs patients atteints de cancer chez les enfants. Alors, le nom du projet n'est pas particulièrement pertinent, à mon sens, pour un scientifique. Le Capricorn Project. Pourquoi Capricorne? C'est le signe astrologique qui est opposé au cancer. Mais en dehors de cet élément peu performant, à mon sens, ils ont développé un outil avec Google, via Gemini, qui est incroyable, d'aide à la prise en charge des patients atteints de cancer, avec l'intégration dans le deep learning de ce software, à la fois des ressources du web, PubMed, etc., mais aussi de leur database locale. Et donc, les solutions qui vont être proposées tiennent compte de l'expérience qu'ils ont accumulée localement, puisque vous savez que, par exemple, face à une malformation cardiaque complexe, il y a quand même plusieurs options, en général plusieurs programmes, et que le choix va beaucoup dépendre de l'expérience accumulée au sein du centre. Donc, comment ça se passe? Vous faites un copier-coller de tout ce que vous avez dans le dossier médical de votre patient, PDF, etc. Vous le balancez dans le système. Il va faire l'anonymisation complète du dossier. Il va faire un résumé extrêmement précis. Il va donner un diagnostic. Il va faire une proposition de traitement en tenant compte de l'histologie, des variants génétiques du patient, des antécédents, des allergies, etc. Ce système va aussi proposer des publications, des résumés de ces publications et un classement par pertinence en fonction de ce cas précis, et aussi avoir une proposition sur tous les essais thérapeutiques en cours. Alors vous dites, bon, c'est du baratin, tout ça, il faut quand même le mettre en concurrence par rapport aux choix qui sont faits par l'équipe pluridisciplinaire. Et cet outil a été jugé par l'ensemble des principal investigators le plus gros essai européen des leucémies aiguës lymphoïdes, donc qui est la leucémie la plus fréquente pour les enfants. Et ils ont dit que c'était absolument bluffant, c'est-à-dire que première ligne, deuxième ligne, cinquième ligne, septième ligne, ils n'arrivaient pas à déterminer si eux auraient eu un jugement différent. Donc il y a quand même des choses très importantes qui se passent aujourd'hui, mais ça nécessite un gros travail. Il y a aujourd'hui 10 ingénieurs et médecins à Utrecht pour aider l'équipe de Google à développer cet outil. Donc c'est pas juste on bricole. Alors on bricole en chirurgie cardiaque congénitale. Ça c'est un papier de Washington où c'est vraiment le low cost de l'IA. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé 40 malades entre staff pluridisciplinaire et ils ont balancé ça dans ChatGPT. Et de façon très étonnante, les résultats sont lamentables. Donc effectivement, ce truc, ça donne quand même un résumé. Donc on lui demandait résumé, diagnostic, chirurgie recommandée et timing. Et globalement, la corrélation, elle est pas bonne. C'est pas si mal en termes de diagnostic, puisqu'ils enlevaient le diagnostic qui était marqué naturellement dans le dossier du patient. La proposition de chirurgie, c'est pas bon, 40%. Et le timing, à peine meilleur. Bref, il faut un gros travail pour que ce type d'outil soit utilisé. La deuxième révolution, et j'avoue que j'ai loupé un peu le coche quand même, parce que j'ai le matos dans mon bureau, mais j'étais un peu critique vis-à-vis de ça. C'est quand même la planification chirurgicale et la visualisation en 3 dimensions des cœurs qu'on va être amené à réparer. Peut-être le développement petit à petit de jumeaux. Alors, j'aime pas trop jumeaux numériques, anatomiques. Globalement, c'est d'avoir une copie la plus conforme possible du cœur que l'on va réparer pour avoir l'anticipation et ne pas être surpris par telle ou telle lésion. Alors, comment ça peut être proposé? Ça, c'était Pascal Vouet qui essayait. Je peux vous dire que c'était vraiment un chirurgien habile. Mais alors là, on voit qu'avec la mallette, c'est pas le geek. Donc, l'idée, c'est de partir d'un scanner et d'avoir un casque de réalité virtuelle et qui permet de se balader dans le cœur exactement comme si on était en train d'opérer. On ne voit pas, contrairement à les impressions, les cavités cardiaques qui sont moulées, mais au contraire, les structures musculaires. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Et il y a un certain nombre de patients qui avaient été opérés, y compris un patient que Pascal Vouet lui-même avait opéré, et on a pu redresser le diagnostic. Alors, parce que quand on explore un cœur, on ne peut pas le couper partout. On va rentrer par l'aorte, on va rentrer par les oreillettes. Il n'y a que Lucille qui peut savoir tout ce qui se passe. Mais trop tard, comme d'habitude. Voilà. Alors,
Les systèmes de visualisation, il y en a plein. Ça, c'est le système qu'a développé Pasteur, qui s'appelait DIVA à la recherche, Avatar maintenant en commercialisation. J'ai aucun conflit d'intérêt. Mais il y en a plein d'autres où on peut effectivement slicer le cœur et voir un petit peu où est le défect. Puis je vous avais montré hier des systèmes de projection pour la réparation ultérieure de ce cœur. C'est un intérêt sur... Alors pourquoi on était un petit peu défiant vis-à-vis de ça? Parce qu'on n'en avait pas vraiment la nécessité pour beaucoup d'interventions, probablement parce que le volume du centre est important. Mais je crois que c'est un vrai intérêt dans des gens qui ont moins d'expérience ou en cours d'acquisition. Alors, autre élément d'évolution, c'est la culture de l'évaluation. On a toujours évalué nos résultats d'un côté du bistouri, c'est-à-dire comment les enfants étaient opérés, mais il y a un moment, il va falloir aussi évaluer les chirurgiens. C'est un peu plus touchy comme sujet. Ça, c'était le ACTS database. Vous voyez, en rouge, c'est un chirurgien. Sur la gauche, vous avez... plus vous allez haut dans la position de ce gros point rouge, plus vous avez une mortalité importante. Plus vous allez à droite, plus vous faites des malades difficiles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'être situé en bas à droite, c'est-à-dire vous faites des malades difficiles et votre mortalité, elle est inférieure au groupe général. Vous pouvez vous juger par rapport aux autres chirurgiens du service. Vous pouvez vous juger par pathologie. Ça, c'était le score d'Aristote. Est-ce que vous êtes bon pour les pathologies faibles? Parce que vous pouvez être, par exemple, très faible, c'est pas le bon terme, mais facile. Vous pouvez être très bon, très performant pour des pathologies faciles, et puis peu performant pour des pathologies complexes. Et ça permet peut-être d'ajuster un petit peu le type de patient qu'on va opérer. Ce qui est sûr, c'est que la culture de l'évaluation et du contrôle qualité, ça permet une amélioration considérable des résultats en termes de morbidité et de mortalité par la diminution des lésions résiduelles, et on sait que c'est complètement lié dans notre spécialité. Donc, à la fois par un contrôle individuel du résultat des patients, mais aussi le contrôle global de l'activité du chirurgien et du centre. Il est très clair qu'il faut y consacrer plus de temps et plus de moyens dans les années à venir, avec peut-être l'instauration d'une obligation médico-légale, le contrôle, pourquoi pas, des échos transœsophagiennes, 3D, etc. Pourquoi pas du cathétérisme périopératoire, on le fait quand même régulièrement, ou du scanner périopératoire, qui quand même parfois permet de redresser la barre. Mais encore faut-il que cette évaluation soit perçue non pas comme un jugement, mais comme une vraie opportunité. Alors, ça permettra de passer à une deuxième phase qui est l'instauration de bases de données obligatoires. Je pense que les hôpitaux ne devraient pas être payés si les patients n'étaient pas balancés dans des bases de données. C'est le cas en Italie, en Pologne, en Angleterre. L'hôpital n'est pas payé du séjour hospitalier si la base n'est pas implémentée. Ça permettra de passer de publications scientifiques à la vérité parcellaire, puisqu'ils sont empreintes d'une autocensure plus ou moins consciente, avec une évaluation objective de la situation globale et particulière, et d'un passage de la communication, finalement, puisque c'est ça, les publications scientifiques, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas beaucoup en chirurgie, à la production d'indices de résultats, et pour vous, peut-être, d'adresser la prise en charge de ces patients, puisqu'il y a beaucoup de cardiologues ici, en connaissance de cause et en conscience. Alors, justement, ça me permet d'avoir une transition quasi habile vers les centres, les centres de chirurgie et les relations qu'il y a entre le résultat et le volume. Les décès post-opératoires dans le monde, c'est pas rien. C'est 7% des décès dans le monde. C'est plus que la malaria, le HIV et la tuberculose ajoutés. Donc, c'est pas du tout quelque chose de négligeable, et c'est quelque chose sur lequel probablement on peut avoir un impact. Et il a été montré depuis très longtemps, dans la chirurgie carotidienne par exemple, qu'il y avait une corrélation très forte entre le volume du centre et le volume du chirurgien et les résultats en termes d'accident vasculaire cérébral. Alors, c'est toujours difficile de savoir quel est le cut-off, c'est-à-dire si vous faites 3 carotides dans l'année, est-ce que c'est suffisant? On a dit au début 25 carotides, puis c'est un petit peu descendu, mais voyez bien, ici, ils en font quasiment pas, là, les chirurgiens. C'est par centre ici, par chirurgien ici. On fait quasiment pas d'activité. Vous voyez que c'est fort, hein, c'est quand même le double des meilleurs centres qui ont un volume très élevé. Et ça, je n'ai pas voulu le répéter à l'infini parce que le temps est limité, mais c'est valable pour toutes les spécialités chirurgicales. Alors, le gros papier qui a été cité plus de 150 fois aujourd'hui dans la littérature, c'est
qui concerne la chirurgie cardiaque congénitale. C'est 120 000 opérations de chirurgie cardiaque qui ont été étudiées. Je crois que c'est 143 centres ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si vous avez une toute petite activité de chirurgie cardiaque, il y a des chirurgiens qui vont avoir de très bons résultats et des chirurgiens qui vont avoir des résultats épouvantables. Et que quand vous augmentez le volume d'activité au sein du même centre, vous allez avoir une homogénéité de prise en charge. C'est-à-dire, vous allez lisser les extrêmes. Et ce cut-off, il est autour à peu près 150 interventions par an, ce qui est les recommandations en France, les recommandations qui n'ont jamais été appliquées. Voilà. Et qui ont été en plus dévoyées par un certain nombre de centres, puisque dans ces chirurgies cardiaques congénitales étaient intégrées les poses de drain thoracique, les ligatures de canal, etc. Et quand j'ai été consulté comme expert par le ministère, j'ai dit passez à 150 interventions sous circulation extracorporelle et le problème sera réglé. Faut-il encore faire appliquer cette réglementation? Alors c'est sûr que ça conduirait à ça. Ça conduirait à quelques centres en France qui auraient des volumes d'activité autour de 600, 700 interventions par an. Ça permet d'avoir plusieurs chirurgiens qui ont un volume d'activité suffisant pour gagner en expertise. Ça permet d'assurer une continuité des soins. Je ne cache pas qu'aujourd'hui, on est en difficulté à Necker parce qu'on a perdu un chirurgien extrêmement performant. Mais quand il y en a 4 autres, ça se ressent un petit peu moins. Alors, cette diapo est forcément un petit peu problématique pour certains, mais on peut le faire dans l'autre sens. On n'est pas obligé d'avoir une vision jacobiniste de la répartition des centres. On peut avoir une vision régionaliste. On peut aussi avoir une vision un petit peu plus intelligente et réaliste. Voilà une carte isochrone, vous savez, c'est les temps de déplacement au sein de la France. Et pour avoir ce positionnement permet qu'il y ait un centre de chirurgie à 2 heures de n'importe quel habitant en France. Voilà. Je pense que c'est à méditer. Pour finir, parce que ces gros centres, ça permet à la fois une prise en charge optimale, parce qu'il y a une accumulation d'expérience, mais ça permet une exposition très importante aux chirurgiens qui sont en formation et qui leur permet d'acquérir plus rapidement toutes les connaissances nécessaires au développement de cette chirurgie. Alors, qui dit formation, dit aussi sélection. J'ai fait un petit parallèle. J'ai, dans une autre vie, été sportif de haut niveau. On a du mal à y croire. Mais je peux vous dire qu'il y a, une mode de sélection et d'entraînement qui n'a juste rien à voir avec la chirurgie. Voilà le système, par exemple, chinois, mais qui a été mis en place aujourd'hui en France. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, vous allez avoir des tests physiques qui vont permettre d'évaluer votre vitesse, votre coordination cérébromotrice, votre capacité à acquérir des gestes techniques complexes, etc., votre force, votre vitesse, etc. Et ensuite, vous êtes orienté. Vous voyez, j'ai bien été orienté en France. J'étais à l'INSEP en basket. Vous voyez, il y avait quand même un petit problème d'orientation. Et eux, comme ils sont dans la performance absolue, les gamins, ils sont orientés comme il faut. Aujourd'hui, en chirurgie, c'est pas du tout ça. Vous êtes sélectionné sur des cas cliniques, sur des QCM, etc. Moi, j'ai vite compris que je pourrais pas faire de la médecine interne et qu'il fallait que je m'oriente un petit peu différemment. Mais on se retrouve finalement dans le système de formation chirurgicale actuel avec des gens de 35 ans qui ont fait passer toutes les étapes, ils ont tout validé, sauf qu'ils ne sont pas faits pour, par exemple, une chirurgie extrêmement fine. Ils peuvent aller vers une chirurgie où il faut avoir peut-être plus de réflexion, mais plus grossière, etc. Et donc, je pense que la formation chirurgicale est aujourd'hui vraiment le parent pauvre de la chirurgie. Et si on veut progresser vraiment en termes de résultats, c'est pas de comparer pendant 20 ans s'il faut mettre 1 patch ou 3 patchs à une sténose supravalvulaire aortique. Ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est une concentration des activités sur quelques sites et puis sur la formation chirurgicale. Et je crois que le parallélisme avec le sport de haut niveau est parfait. On n'a aujourd'hui pas de temps dédié possible. On a des objectifs d'activité, on a une raréfaction du personnel. On n'a pas de formation pour les gestes chirurgicaux. Vous voyez ces gamins qui apprennent à faire un revers et l'autre un coup droit au ping-pong. Mais c'est des milliers d'heures pour acquérir le geste parfait. On n'a pas. Le gars, il veut déjà, sur la table d'opération, tout de suite opérer, alors qu'il n'y a pas la maîtrise même de la préhension de l'aiguille.
On n'a pas recours aux techniques d'imagerie mentale. J'ai fait ça pendant des années, c'est-à-dire imaginer exactement dans sa tête le geste qu'on va réaliser. On n'a pas d'analyse vidéo. C'est courant hein, en sport de haut niveau. Pas de débriefing, pas de discussion tactique, pas de coach, pas de sophrologie, de formation psychique au stress, etc. Et puis on a enfin des diplômes qui sont des diplômes à tout faire du chirurgien. Vous avez votre diplôme, vous avez votre DES, vous avez le droit de tout opérer. Ben non, c'est pas comme ça. Quand vous êtes un pilote d'avion, vous êtes qualifié pour un appareil et un trajet. Et puis, si vous voulez changer de trajet, ben, on va vous requalifier. Et je pense que ça, c'est une évolution absolument indispensable qu'il faut avoir dans les années à venir parce que vous pouvez pas tout faire, voilà. Pas d'emblée, en tout cas. Et alors, dans les grosses équipes, on a un lissage parce qu'il y a une répartition qui se fait et puis il y a de l'aide qui peut être apportée. Dans des centres plus petits, ben, c'est plus problématique. Alors, juste pour finir sur une note un petit peu plus drôle, voilà, c'est Bill Norwood. C'est un des derniers topos qu'il a donné. Il est décédé malheureusement maintenant. C'était en 2016 à l'EACTS. Et quand on lui parlait d'évolution et d'innovation, voilà ce qu'il disait. Alors, au tout début, la communauté, elle dit, ça ne marchera jamais. Et puis, il a le premier succès. Alors, on lui dit, ah oui, c'est un coup de chance, ça ne peut pas être reproduit. Et puis, oh, il reproduit ce succès. Ah, c'est un désastre. Maintenant, les autres vont essayer. Et puis, les résultats s'améliorent un petit peu. Et là, je l'ai entendu plein de fois, moi, c'est penser à toute cette souffrance. Et puis, c'est trop cher. Nous devrions prioriser les dépenses. Et puis, à la fin, ça marche. Je pense à toutes les difficultés que vous pouvez avoir au KT. Il faut pousser. Hein. Je sais que je vous pousse. Je vous soutiens, par exemple, dans le full hybride pour l'hypo-VG. Et là, tout le monde dit, c'était évident. J'y avais moi-même pensé il y a des années. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.